Voilà, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à travers ce nouveau numéro de Megasport. En tout cas, il y aura beaucoup d'informations. Et pour l'essentiel, retenez que Brazzaville était vendredi dernier la capitale du football, avec à la clé bien sûr l'arrivée d'une importante délégation de la Fédération internationale de football association conduite par son président Gianni Infantino. En tout cas, vous verrez le séjour du président de la FIFA ici à Brazzaville, avec bien sûr le reportage de Donald de Goma du football également, avec Léo Messi qui a été plébiscité Ballon d'Or, le meilleur joueur pour la 6e fois. Et sur le plan national, vous aurez toutes les informations sur la Lina Foot, le championnat, avec l'AS Ottawa qui avait commencé timidement pourtant, mais qui est en train de prendre le large. L'AS Ottawa qui caracole à présent seul en tête du classement provisoire avec à la clé 21 points dans sa gibecière. Voilà, amis sportifs, pour l'essentiel de ce méga sport. Les consultants qui ne sont plus à présenter sont là. Christian Otato, Régis Cepélé, sans oublier question pour un champion, Benka. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors en tout cas, nous allons partir. Je l'ai dit, il y a tout un flot d'informations. Mais avant de commencer, commençons toujours par le commencement avec Benka, la question du jour. En tout cas, ce sont les méga questions du soir. Il y en a deux. Nous allons donc découvrir en images. Et actualité oblige, nous allons parler du Ballon d'Or. En quelle année Georges Weah a-t-il remporté le Ballon d'Or? En tout cas, donnez-nous l'année. Vous avez deux propositions. Première proposition, 1994. Deuxième proposition, 1995. Deuxième question, donnez le nom de l'unique joueur congolais à avoir remporté le Ballon d'Or africain. Première proposition, François Pelé. Deuxième proposition, Paul Sahel Moukila. En tout cas, vos réponses sont attendues par SMS au 06 644 11 28 ou encore sur notre page Brazzafoot. En tout cas, on vous attend peu avant la fin de l'émission. Nous allons donc donner les réponses à ces deux questions, méga questions de ce soir. Voilà donc pour ce qui est des méga questions. J'espère que vous êtes bien préparés pour nous donner les bonnes réponses. Et naturellement, les bonnes réponses, vous les aurez juste avant la fin de cette émission. Alors commençons par le commencement. Il s'agit bien sûr, actualité oblige, il s'agit de ce Ballon d'Or qui a été dévoilé. Et c'est Léo Messi, avant justement de prendre le point de vue des uns et des autres, puisque parlons d'abord information. Alors Ballon d'Or, les résultats du vote avec Benka. Oui, il faut d'abord souligner que le Ballon d'Or, c'est une élection, hein, parce que il y a des nominés, il y a 30 nominés qui sont présentés par France Football. Et à l'issue donc des votes, les résultats ont été les suivants. Ballon d'Or 2019, voilà les résultats des votes par continent. Donc nous avons là les résultats de France Football classés par continent. Nous commençons par l'Europe. L'Europe a voté pour Van Dijk avec 231 points. L'Amérique du Sud a voté pour Lionel Messi avec 47 points. L'Asie a voté pour Van Dijk 155 points. L'Afrique pour Lionel Messi avec 187 points. L'Amérique du Nord pour Lionel Messi avec 102 points. Et l'Océanie pour Lionel Messi une fois de plus avec 22 points. Alors lorsque vous regardez ce classement, faisons un peu plus attention au classement Afrique. Parce que nous allons revenir sur le sujet. L'Afrique a voté pour Lionel Messi 187 points, suivi de Mané, 170 points, de Van Dijk, 154 points, de Ronaldo, 111 points, et enfin de Mohamed Salah, 68 points. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que les votants, ce sont des journalistes accrédités par France Football, et ces journalistes avaient donc le choix sur 5 joueurs parmi les 30 nominés, et lorsque un joueur a été porté à la première place, il gagne automatiquement 5 points, le deuxième gagne 4 points, le troisième 3 points, le quatrième 2 points, et le cinquième gagne 1 point. C'est donc la compilation de toutes ces voix ou de ces votes qui vous donne ce résultat final. Et nous avons la bande Megasport, si on peut l'enlever, nous avons le résultat final du premier et du deuxième, parce que au finish, la collecte de toutes ces voix nous donne Messi vainqueur avec 686 points.
et le deuxième c'est donc Van Dijk avec 679 points. C'était un match très serré parce que la différence est tout simplement de 7 points. Voilà, alors Benka, on peut maintenant se faire une idée sur le classement des Africains. Oui, les Africains, vous savez que ça nous préoccupe tellement parce que l'Afrique misait beaucoup sur Sadio Mané. Malheureusement, en tout cas la déception a été grande de voir Sadio Mané terminer au pied du podium à la 4e place. Voilà le vote des Africains, les classements des Africains, j'allais dire, à l'issue donc du classement du Ballon d'Or. Sadio Mané termine 4e. En tout cas, c'est une grosse déception, on l'attendait sur le podium. Après lui, il y a Mohamed Salah, 5e. Celui qui vient juste après, c'est donc Riyad Mahrez, l'Algérien, champion d'Afrique avec l'Algérie, qui sort 10e. Aubameyang est 20e. Et le dernier des Africains, c'est Koulibaly qui est 24e. Il y avait 5 Africains parmi les 30 nominés et les 5 ont occupé les 24 premières places. C'est une première depuis que ce trophée existe. C'est pour la première fois que l'Afrique place 5 joueurs dans le top 30 et aussi 3 joueurs dans le top 10. Ce n'est jamais arrivé. Mahrez est 10e, Sadio Mané est 4e, Mohamed Salah est 5e. Voilà donc pour ce qui est du vote concernant les Africains. Alors, vous l'avez dit, Sadio Mané 4e, une grosse déception, me diriez-vous. Sadio Mané a délivré un message, c'est bien cela? Oui, un message très diplomatique parce que nous savons que Sadio Mané était très attendu vu ses prestations et aussi son palmarès l'année 2019, mais il s'agissait d'un vote. Il a été très fair-play. Nous allons découvrir d'ailleurs ce qu'il a déclaré juste après la remise du trophée du Ballon d'Or. Il a dit, puisqu'il n'était pas là lors de cette cérémonie, il a dit ceci: je voulais être là avec vous, malheureusement mon calendrier ne me le permet pas puisque j'ai un match mercredi. Je dis bravo aux vainqueurs, on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. J'essaierai d'être là peut-être pour soulever le Ballon d'Or. En tout cas, voilà une réaction très classe de Sadio Mané qui malheureusement a échoué au pied du podium à la 4e place. Voilà, parmi les coups de gueule, il y a celui de Habib Beye, consultant justement à Canal+. Habib Beye, consultant sur Canal+, de nationalité sénégalaise, pour le rappeler, qui est un fervent défenseur de Sadio Mané. Il le fait depuis le début de cette année, et pas pour rien, parce que tout le monde connaît les prestations de Sadio Mané. Mais Habib Beye a piqué vraiment un coup de gueule, une crise de colère, parce qu'il ne comprend pas comment Sadio Mané peut terminer 4e au Ballon d'Or. C'est vrai, les votes ont été injustes pour Habib Beye, et il dit c'est un scandale de voir Sadio Mané 4e au Ballon d'Or. Sur les statistiques, il est meilleur que Cristiano Ronaldo et Van Dijk qui arrive respectivement 3e et 2e au classement. C'est un scandale, en tout cas. Pas trop de commentaires sur cette réaction de Habib Beye. Nous savons tous que c'est un grand monsieur du football. Il a été capitaine des Lions de la Teranga, capitaine de l'Olympique de Marseille. Il a disputé la Coupe du Monde. C'est un des plus grands commentateurs de match sur Canal+. Et Sadio Mané, qui est son compatriote, misé, vous voyez déjà ce Ballon d'Or lui ouvrir le bras, mais c'est un vote. Le vote a sanctionné Sadio Mané est 4e. C'est une grande déception. Voilà, une grande déception comme quoi, amis sportifs, quand le vin est tiré, il faut le boire. Et nous avons coutume de dire, même lorsqu'il est de mauvais goût. Alors, Léo Messi aux anges, vous parlez à présent de Lionel Messi. Léo Messix. Messix, c'est-à-dire avec X à la fin, ça veut dire 6. Alors, nous avons cette image, c'est vraiment incroyable. Nous vivons l'ère Messi, c'est incroyable. Regardez par vous-même, Lionel Messi a remporté 6 souliers d'or et 6 ballons d'or. C'est exceptionnel. C'est pour la première fois que cela arrive dans l'histoire du football. Il a été soulier d'or en 2009-2010 avec 34 buts, 2011-2012 avec 50 buts, 2012-2013 avec 46 buts, 2016-2017 avec 37 buts, 2017-2018 avec 34 buts et 2018-2019 avec 36 buts. Ce trophée récompense le meilleur buteur de tous les championnats européens. Et à côté, il a remporté à 6 reprises également le trophée de Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur mondial par l'hebdomadaire France Football. Et là, il a eu en 2009, 2010, 2011 et 2012, 4 fois d'affilée. Il est revenu en 2015 et tout dernièrement en 2019. Ça veut tout simplement dire que 6 ballons d'or, 6 souliers d'or, ce n'est plus Léo Messi, mais Léo Messix. Alors, Léo Messix, donc, c'est finalement le best. C'est le best, c'est le meilleur. En tout cas, il a été sacré cette saison, si on peut avoir cette image. Il a été sacré cette saison meilleur soulier d'or, nous venons de le dire. Il a été aussi sacré Ballon d'Or. N'oublions pas qu'avant ce sacre du Ballon d'Or, il a reçu le trophée de la FIFA The Best. En tout cas, c'est le meilleur. C'est lui qui a été choisi
par les journalistes de France Football, c'est lui qui a été choisi par les sélectionneurs et les capitaines des équipes nationales, c'est lui qui a été désigné par rapport au nombre de buts qu'il a marqué. Il faut dire tout simplement que c'est fantastique, c'est exceptionnel, et Lionel Messi au sommet de son art. Voilà, donc c'est pas la faute à Léo Messi. Messix, me dit-on, en tout cas, il a été simplement choisi au terme d'un vote. Alors c'est le débat. Habib Beye, nous l'avions dit tout à l'heure, a fait un coup de gueule. J'espère qu'il y en aura également sur ce plateau. Et la question c'est de savoir, Messi a-t-il réellement mérité son ballon d'or? En tout cas, la question est posée à qui veut la prendre. Bon, moi, je voudrais dire tout simplement que le ballon d'or, c'est un trophée qui n'est pas décerné aux méritants. Ça, il faut le dire. Le ballon d'or n'a jamais été décerné aux méritants. Le ballon d'or, c'est le fruit d'un vote. Il y a des nominés. Lorsqu'on prend 30 nominés, ça veut dire que ce sont les 30 possibles. Ça veut dire que les méritants, ce sont les 30. Maintenant, c'est à l'issue du vote qu'il y aura simplement la désignation des meilleurs. Donc pour moi, lorsque vous avez déjà été nominé pour un ballon d'or, ça veut dire que votre talent a été reconnu universellement. Mais le problème des votes, c'est le lobbying. Il faut quand même le dire. Ronaldo et Messi sont au sommet de leur art depuis près de 10 ans. Ils ont conquis le cœur des supporters, des journalistes, des entraîneurs et tout. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un choix à opérer entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, quel que soit le talent de Kylian Mbappé, on cherchera celui que Kylian Mbappé confirme ce que Messi et Ronaldo ont déjà fait depuis des années. Et donc, quand Mané termine 4e, pour moi, c'est une sanction injuste. C'est-à-dire que les votants n'ont pas vraiment misé gros pour ce talent qui est en train d'émerveiller le sportif africain. Mais c'est un vote. Il faudrait qu'on s'en tienne au résultat. Je me rappelle d'un musicien qui a dit, si tout le monde fixe ses règles, tout se dérègle. Le ballon d'or, c'est déjà une convention, tout a été déjà calé, il faut tout simplement suivre. Et ce sont ceux qui votent qui devraient normalement faire plaisir à tous ceux fans qui pensent que Sadio Mané, pour moi, Sadio Mané mérite le ballon d'or, autant que Lionel Messi. Le choix pouvait être porté sur Sadio Mané, tout comme sur Lionel Messi, mais je sais quand même dessus que Sadio Mané termine 4e. J'aurais aimé voir Sadio Mané à la 2e ou à la 3e place. Alors, nous avons ici sur ce plateau de Megasport un coach, et pas de moindre, c'est le coach Régis Cepelli. Alors, coach, si vous étiez dans la salle, à qui auriez-vous voté finalement? Écoutez, il faut d'abord commencer par féliciter le vainqueur de ce ballon d'or qui est Lionel Messi, qui est pratiquement pour moi le meilleur joueur de sa génération. Il y a lui et Cristiano Ronaldo qui sont en train de marcher sur le monde du football. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons toute la saison passée, qui vient d'être sanctionné par ce ballon d'or, moi je pense que Sadio Mané méritait amplement d'être sur le podium de ce ballon d'or. Mais c'est comme a su le dire mon prédécesseur, c'est une histoire de vote. Donc nous n'avons qu'à se conformer au vote qui nous ont donné que Messi est en tête de ce classement, Virgil van Dijk est 2e et Sadio Mané 3e. Mais à un moment donné, je voudrais quand même ici dire que M. Habib Beye n'a pas tort de parler dans ce sens. Peut-être qu'il n'avait pas les mots justes pour pouvoir communiquer dans la façon dont il était mécontent du simple fait que Sadio Mané ne soit pas sur le podium. Mais moi je pense que Sadio Mané méritait amplement d'être sur le podium de ce ballon d'or. Voilà, merci beaucoup. Alors, Christian Otato, quel est votre commentaire? Comment appréciez-vous justement cette attribution du ballon d'or pour la 6e fois à Léo Messi? Félicitations quand même à Léo Messi, comme ça vient d'être souligné. Et je crois bien, s'il faut revenir sur les propos de Habib Beye, je crois aussi qu'il ne faudrait pas qu'on mette plus le patriotisme ou bien le fait que Sadio Mané soit africain. Parce que si on se rappelle bien, sur le plateau, le podium du trophée de joueur européen de l'année, Sadio Mané n'y était pas. Il a même été dévancé par son gardien de but, Alisson Becker, lors du vote, puisque Van Dijk était premier, Messi 2e, 3e, Cristiano Ronaldo, en 4e position venait Becker et Mané venait en 5e position. Donc je crois bien ce qu'il faudrait demander maintenant à France Football, c'est d'être plus précis, de bien expliquer aussi les critères d'élaboration, parce que quand nous regardons, il y a certaines attributions, certains joueurs l'ont eu à cause de l'effort collectif, il y en a certains, c'est plus l'individuel. Parce que même là, nous sommes en train de crier au scandale. Ne crions pas seulement au scandale, Sadio Mané parce qu'il est africain. Parce que si on se rappelle bien, en 2004, Deco, avec le FC Porto, avait gagné la Ligue des Champions.
il a joué la finale du championnat d'Europe qu'ils ont perdu face à la Grèce. Deco a été élu joueur européen de l'année. En fin de compte, le ballon d'or a été remporté par Shevchenko. En 2005, Steven Gerrard a remporté le trophée de meilleur joueur européen de l'année. Il gagne une finale de Ligue des Champions par une remontada, mené 3-0 à la pause. Ils reviennent, ils vont aux prolongations, au tir au but, ils gagnent. Ronaldinho, qui a été éliminé depuis les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, a remporté la Ligue des Champions. La Juventus, le ballon d'or plutôt. La Juventus a été éliminée par Arsenal de Thierry Henry en huitième de finale de Ligue des Champions 2006 avec Cannavaro, dont le club même a eu des problèmes de matchs truqués, relégués. Mais en fin de compte, c'était Cannavaro qui a eu le ballon d'or. On s'attendait en 2018, en 2014 d'ailleurs, que le ballon d'or soit un vainqueur de la Coupe du Monde. Mais ça n'a pas été le cas parce que depuis 1998 aussi, la médiatisation, le sacre de la France avait fait de sorte que Zidane remporte ce ballon d'or. Or, si on regarde bien, d'abord Suker avait fait une saison meilleure que Zinedine Zidane en 1998. Suker avait gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. À l'époque, Zidane était à la Juventus de Turin. La Coupe du Monde 1998, la Croatie était troisième, donc médaille de bronze. Suker, il a été meilleur buteur de cette Coupe du Monde, mais il n'a pas gagné ce trophée. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait vraiment être précis. Est-ce que c'est l'effort, le sacre individuel ou bien le sacre collectif qu'il prive? Parce que si on regarde bien, le collectif a marché à Liverpool. C'est ce qui a permis vraiment, bon, pas qu'à Liverpool, mais Jürgen Klopp, quand on regarde en général, dans ces équipes, il n'y a pas de joueurs individuellement aux anges. C'est plus le collectif qui passe avec Jürgen Klopp. Donc j'espère bien que ça pénalisé, puisque le soulier d'or européen, Mané, n'a absolument rien fait devant Messi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ces analyses. Alors, Pascal Biozzi qui venait de nous rejoindre sur ce plateau, alors comment réagissez-vous justement à ce ballon d'or attribué pour la 6e fois Léo Messi, Messix? Bon, je rebondis sur deux faits qui ont été prononcés ici par mes prédécesseurs. Il s'agit d'un lobbying et plus les critères. Bon, vous savez, nous savons déjà que dans le monde du football, on peut s'attendre à tout, hein, parce que jusque-là, le football, il y a des gens qui se sont autour d'un réseau, comme a dit, lobbying. Donc, c'est un peu difficile de comprendre tout ça là. Mais comme Otato dit, les critères, oui, mais nous devons connaître les critères, parce que tout ça là, il y a un mélo là, on ne comprend pas qui a attribué et comment faire. Bon, mais pour le moment, puisque les choses sont déjà faites, le vin tiré, il faut le boire, c'est Lionel Messi, comme vous l'avez su le dire, qui est là, bon, qui a su tirer son épingle du jeu. Il est tenté de faire son temps, mais je crois, bon, je ne suis pas contre la personne, mais je dis tout simplement que, parce que tout ça là, faut aussi, oui, Messi est tenté de faire son jeu, mais jusque-là aussi, Messi là n'a jamais prouvé en Argentine ce qu'il est capable de faire. C'est seulement en Espagne, c'est un autre débat. Mais il doit aussi le prouver, ça aussi c'est un débat. On peut ouvrir, ça c'est une brèche que j'ai ouverte. Je crois on y reviendra. Messi n'a jamais convaincu en Argentine. Donc merci. Ballon d'or 6e. Voilà. Mais quelque part aussi, c'est un problème. Mais voilà, on y reviendra, amis sportifs. Comprenez que la pression monte sur ce plateau. Alors, revenons chez nous en tout cas, cette fois-ci pour parler du championnat national de la Ligue Foot avec, comme je vous l'ai dit, l'AS Oto qui occupe provisoirement la tête du classement avec 21 points. L'AS Oto qui prend finalement le large. En tout cas, voyons tous les résultats avec Belka qui a dû sillonner quelques stades. Oui, en tout cas, la 9e journée, c'est une journée qui a été très très faible en but. En tout cas, 7 matchs se sont disputés, mais vous avez les résultats à travers cette image. Vous l'avez dit, il y a eu Étoile du Congo qui a battu RCB 1-0. En tout cas, RCB commence à tisser du mauvais coton, 3 défaites d'affilée pratiquement. Patronage a perdu face au FC Cause au 0-1. Cara, enfin, nous l'avons dit sur ce plateau la semaine dernière, Cara qui était en mauvaise position. Cara se rattrape avec une victoire face à Nico et 1-0. Diable Noir, cette fois-ci, a pris le dessus sur la GST.
joué avec beaucoup plus de facilité qu'avant, 2-1. Interclub et Tongo se sont neutralisés, 0 but partout. Même score à Pointe-Noire entre Veclo Mokanda et AS Cheminot. Et AS Auto a étrié AS Léopard 3-0. C'était à Owando. En tout cas, tous ces résultats, vous voyez qu'il n'y a pas eu un match de plus de 3 buts. 3-0 et 2-1 seulement, mais 0-1. 1-0, 0-0, c'était très faible par rapport au journée antérieur. Voilà, en tout cas très faible. L'unique carton, c'est celui infligé par l'AS Auto à l'Athletic Club Léopard de Dolisie, 3-0. Alors Benka, maintenant le classement plutôt. Oui, le classement, vous l'avez dit, l'AS Auto est assis confortablement en tête de ce championnat avec 21 points, avec un goal average aussi de plus 15, ça veut dire que c'est une équipe qui marque beaucoup, suivi de la GST avec 17 points, goal average plus 11, Veclo Mokanda également à 17 points, goal average plus 6, Diable Noir 17 points, goal average plus 2, en tout cas ça se joue entre ces trois-là, et Cara pointe à la 5e place avec 14 points, Patronage est 6e avec 14 points également, FC Konzo 7e avec 14 points, là également c'est le goal average qui fait la différence, AS Léopard dans la deuxième partie du tableau avec 13 points, goal average plus 0, Étoile du Congo également 13 points, goal average moins 2, Interclub est 10e avec 11 points, goal average moins 2, Racing Club Brazzaville 11e avec 10 points, goal average 0, Nico est 12e, 4 points, goal average moins 8, c'est très faible, AS Cheminot également 13e, goal average 4 points, goal average moins 10, et enfin la lanterne rouge, Tongo Football Club qui est encore à 3 points après 9 journées. En tout cas, qu'est-ce qui ne va pas du côté de Tongo? Je pense qu'il faut déjà employer les gros moyens parce que le championnat est à sa 9e journée, bientôt la 10e journée. Tongo traîne encore avec 3 points. Voilà, Tongo, en tout cas, ferme la marche de ce classement provisoire. Alors, le programme, Benka, de cette 10e journée. La 10e journée qui commence donc samedi le 7 décembre à 14h au stade Alphonse Massamba Débat avec le match Tongo Football Club GST suivi à 16h de RCB FC Konzo. Et le dimanche, plutôt le 7 toujours à Pointe-Noire, il y aura Nico et AS Léopard. Le dimanche à Brazzaville, 14h, Cara AS Auto et à 16h le grand derby de la ville de Brazzaville, Étoile du Congo, Diable Noir à Pointe-Noire. L'AS Cheminot sera opposé à Patronage à 14h, suivi donc à 16h de Veclo Mokanda Interclub. Voilà donc pour ce qui est amis sportifs des différentes combinaisons pour ce qui est la 10e journée. Alors on nous parle souvent de buteurs, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le meilleur buteur. Benka, vous pouvez fixer les esprits sur le meilleur canonnier, ne serait-ce qu'à la sortie de la 8e journée? Oui, en tout cas, nous n'avons pas encore les avis d'homologation de la 9e journée, mais à l'issue de la 8e journée, voilà comment se présente déjà le classement des meilleurs buteurs, le top 3, pour le dire plus cela. Donc nous avons Kunku Maleka de V-Club, qui est meilleur buteur avec 5 buts, et suivi de Eboke Jacques Anthony de RCB, lui également à 5 buts. Konkani Mampouya de l'AS Léopard est à 4 buts. Alors, Konkani n'a pas marqué, Eboke non plus n'a pas marqué, Maleka non plus n'a pas marqué, ça veut dire qu'ils sont restés à ce stade-là. Est-ce qu'ils ont été rejoints par les autres? En tout cas, nous nous rapprocherons donc de la commission d'homologation pour qu'ils nous donnent le classement des buteurs à la 10e journée. Voilà donc, oui. Personnellement, je ne suis pas surpris de voir ces deux jeunes hommes en tête du classement des buteurs. Les deux ont été avec nous pendant notre préparation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique U23. Ils ont été là. On a même effectué un voyage avec ensemble sur le Bénin. Donc c'est un résultat du travail qui est en train de se poursuivre. Ils sont dans la continuité. Ils sont dans la logique donc de la continuité. Merci et bravo à vous. En tout cas, vous devez maintenir cette flamme. Alors, Benka, vous avez parlé tout à l'heure en présentant les différentes combinaisons de ce choc Étoile du Congo, Diable Noir. Parlez-nous-en. Étoile du Congo, Diable Noir, en tout cas c'est un match très attendu, l'unique match qui jusqu'à ce jour continue à drainer des foules au stade Alphonse Massamba Débat, même si les gens ne vont plus assez au stade. Alors nous sommes revenus sur les statistiques de ce derby, Étoile du Congo, Diable Noir, ces 4 dernières années, donc depuis 2016 jusqu'en 2019. En tout cas, le dernier match, c'était Étoile du Congo, Diable Noir, victoire d'Étoile du Congo 3-2, c'était la remontada, on s'en souvient encore. À l'aller, Diable Noir, Étoile du Congo, c'était neutralisé 2 buts partout. En 2018, Diable Noir avait sévèrement battu Étoile du Congo 5 buts à 1, alors qu'au match aller, ils avaient fait 1 but partout. En 2017, le match retour s'était soldé sur un forfait, tandis que le match aller, c'était 1-1, voilà, erreur de Diapo. Et
En 2016, Étoile du Congo, Diable Noir, c'était 2-0 pour Étoile du Congo et en retour, Diable Noir, Étoile du Congo, 0-0. En tout cas, au vu de ces résultats des 4 dernières années, en tout cas, la tendance, c'est un peu Étoile du Congo. Nous allons le voir d'ailleurs avec la prochaine image qui va nous montrer finalement les statistiques après 4 années consécutives. Voici les résultats. 4 victoires pour Étoile du Congo contre une seule victoire pour Diable Noir. 3 matchs nuls partout, une défaite pour Étoile du Congo et 4 défaites pour Diable Noir. Les buts marqués, c'est 10 buts marqués par Étoile du Congo et 12 buts marqués par Étoile du Congo et 10 buts encaissés. Et c'est le contraire dans le côté de Diable Noir. Ça veut dire que avantage psychologique pour Étoile du Congo qui a pris le dessus ces 4 dernières années. Mais on va voir ce qui va se passer le dimanche au stade Alphonse Massamba-Liba. Voilà, en tout cas, qui vivra, verra. Surtout que c'est lors de leur dernière confrontation, eh bien, c'est l'Étoile du Congo qui a pris le dessus sur son adversaire. J'espère que l'histoire pour les Diablotins ne se répétera pas. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir justement de cette 9e journée en entendant d'aborder la 10e? Oui, Christian Ototo. Déjà, cette 9e journée, ça a été déjà dit par Benka, elle a été une journée pauvre En but. 9 buts ont été marqués. Je crois bien qu'il faut prendre au sérieux aussi l'aspect du climat, parce que quand on regarde bien la plupart des matchs qui ont été joués, se sont joués sous une température de 32 degrés Celsius. Donc avec cette chaleur, ça cause aussi du tournis aux joueurs sur l'aire de jeu, surtout les matchs de ce dimanche, les matchs de 14h. Déjà à Brazzaville, à Pointe-Noire, il y avait 2 matchs qui se sont joués à partir de 14h. À 15h à Owando, il y avait un match aussi qui s'est joué. Donc nous devons aussi revoir cet aspect climat, parce que ce n'est pas pour rien aussi si la FIFA est menacée du fait d'avoir attribué la Coupe du Monde au Qatar pour l'année 2022, puisque en été, la période de juin et juillet, la température est vraiment élevée au Qatar. C'est ce qui fait à ce que l'on puisse poursuivre que ces questions de pots de vin ont été dénoncées. Donc nous devons aussi prendre au sérieux ces affaires de climat pour favoriser pour faire éclore nos talents. Voilà, oui, Régis Sebele. Oui, justement, j'admets avec Christian Tato. Vous savez que la chaleur a une influence sur la performance de l'athlète. Parce que lorsqu'il fait chaud, l'athlète est en ce moment-là confronté à 2 difficultés. Le fait de réaliser sa performance sur le terrain et d'affronter aussi la chaleur qui est en train d'influencer sur sa peau. Mais pour revenir au championnat, moi je dirais plutôt que je me rappelle sur ce plateau, je disais que la 2e phase du championnat va commencer à partir de la 7e journée. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, Oto est a timidement commencé et s'est installé aujourd'hui en tête de ce championnat. Et le fait marquant aujourd'hui pour moi, c'est voir Tango réaliser son match nul face à Interclub qui était bien positionné pour pouvoir avoir les 3 points. Mais c'est pour dire que c'est un championnat, ça se joue, il n'y a pas à sous-estimer les matchs. Coup de chapeau à la Lina Foot qui est en train de s'atteler à ce que les choses tournent bien. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le football, c'est un business, le football, c'est une vie, le football, c'est un sport qui nous enseigne beaucoup de choses. Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là, l'INAFOOT, par le biais de la Fédération congolaise de football, doit continuer à faire ce travail-là pour que nous puissions avoir un champion méritant qui puisse représenter le pays à la Coupe d'Afrique sans beaucoup de difficultés. Oui, juste un rappel, parce que du côté de Diable Noir, il y a un petit mouvement au niveau du banc de touche. C'est donc le coach Andy Mfoutila qui a cédé sa place à Dan Nsonde. Donc il y a du 109 du côté de Diable Noir et puis ce 109 a été confirmé avec la victoire face à GST. Je pense que Diable Noir, qui était à la recherche d'une meilleure solution pour se relancer, a peut-être trouvé son entraîneur qui va porter cette équipe un peu plus haute et va aussi permettre au président Jean-François Ndengue d'atteindre ses objectifs. N'oublions pas que dès le début de la saison, le président s'était fixé l'objectif de gagner le championnat et nous voyons qu'ils sont dans cette dynamique-là. Le coach Andy Foutil n'est plus là, c'est maintenant Dan Sondé qui a pris les rênes du Diable Noir. Justement, un complément. Sur ce plan-là aussi, je voudrais dire que nous devons apprendre à faire confiance à nos techniciens. Vous savez, moi qui, sur ce plateau, je viens d'obtenir mon certificat d'instructeur FIFA. Le séminaire a été animé par un expert suisse pendant une semaine, M. Richards, sous les auspices de la Fédération congolaise de football et de sa direction technique nationale. Donc nous avons passé une semaine riche d'enseignements sur l'entraîneur, le coaching, la formation, les jeunes, l'éducation.
Donc bref, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a de la qualité sur place. Donc il suffit seulement de faire confiance aux techniciens du pays. Les gens ne vont pas regretter. À l'occurrence de Dan Tchondé, c'est un monsieur que je connais bien. Nous étions avec lui dans les Diables Rouges U23. C'est un entraîneur qui a de la matière. Donc coup de chapeau à lui et bonne chance. Voilà, en tout cas, oui, Pascal Bezeguemino, un mot sur justement le championnat et la 9e journée qui a rendu son verdict. Bon, oui, la 9e journée qui a rendu son verdict. Bon, comble de malheur, c'est que V-Club, depuis la 6e journée qui a essayé un peu de mener, depuis la 5e journée qui était sur le tabouret provisoire de ce championnat, commence à céder. Donc il faut craindre que V-Club puisse aller dans s'enfoncer justement dans les profondeurs. Mais je crois que la volonté de Diable Noir de l'Étoile du Congo, c'est pas aussi, c'est pas gagné d'avance pour Asotoro, c'est un tabouret provisoire. Parce que le tout peut se basculer à la 10e journée. Asotoro sera reçu ici à Brazzaville par Kara. Il suffit d'une défaite de Asotoro face à Kara. Je crois que le tout va se chambouler à la tête. Otto qui n'a pas encore perdu un seul match depuis le début. Sur quoi il s'est amassé en débat parce que le tout, bon, Otto prend un peu de large quand il s'est à Ouando. Mais ici à Brazzaville, je ne sais pas ce que Kara est capable de faire. Mais sinon, une seule défaite de Asotoro dimanche prochain, je crois que va tout compromettre. Mais Asotoro, il ne faut pas que Asotoro puisse lever le petit bout du doigt pour dire que bon, je suis en train, oui, il est en train de partir petit à petit, mais il y a Diable Noir et toi du Congo qui sont en train de venir derrière. Ils peuvent talonner V-Club et puis donc le championnat est encore là, jusque-là en tout cas. Merci pour ce que les autres sont en train, les entraîneurs, ce qu'ils sont en train de faire pour ce championnat-là. Je crois que bon, bravo pour le moment à Asotoro, mais le championnat encore là, la 10e journée sera palpitante et la 10e journée va déterminer, je crois que celui qui va occuper le tabouret à partir de la 10e journée. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, surtout avec ce choc en perspective entre Diable Noir et Étoile du Congo. J'espère qu'en match de rideau, il y aura Kara qui recevra Otto. Donc de belles affiches. J'espère qu'en tout cas, il y aura beaucoup du monde au stade président Alphonse Massamba Débat. Alors, amis sportifs, l'actualité a été marquée par Brazzaville qui a été la capitale du monde de football avec bien évidemment l'arrivée ici dans la capitale congolaise du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui était à la tête d'une importante délégation de la Fédération internationale de football association. Alors, sur l'arrivée du président de la FIFA, voyons tout cela avec Donald de Goma. Il était exactement 10h15 lorsque le président de la FIFA a foulé le sol de la capitale. À l'aéroport international Maya-Maya, toute la communauté du football congolais est venue réserver un accueil chaleureux à la délégation de Gianni Infantino. Dans sa délégation, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et naturellement l'ancien joueur des Lions indomptables, Samuel Eto'o, et un champion du monde 1998, Yuri Djorkaeff. Le premier acte de la visite de travail marathon du patron de la FIFA, la signature au ministère des Affaires étrangères de l'accord siège qui autorise la FIFA d'installer sous peu son bureau régional à Brazzaville. Côté congolais, le document a été paraphé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Cyprien Sylvestre Mamina. Et côté FIFA, l'acte a été posé par sa secrétaire générale, Fatma Samoura. Après les affaires étrangères, la délégation de la FIFA s'est ébranlée au ministère des Sports. Deuxième acte. Ici, après le tête-à-tête avec le ministre Hugues Ngouélondélé, on a procédé aux décorations. Pour leurs efforts consentis pour le développement du sport au Congo, le président de la FIFA a été élevé au grade du commandeur dans l'ordre du mérite congolais et celui de la CAF, officier dans l'ordre du mérite congolais. Le troisième acte de la visite du président de la FIFA à Brazzaville a été tout naturellement la visite du complexe sportif de Kintele. Ici, Gianni Infantino et sa suite sont reçus par le maire de Kintele. Le patron du football mondial a apprécié ce joyau de 65 000 places. Après quoi, tous
au nouveau siège de la Fédération congolaise de football où Gianni Infantino a procédé à son inauguration et bien évidemment à sa visite guidée. C'est le 4e acte. C'est le président de cette structure, Guy Blaise Mayolas, qui a servi de guide à son hôte de marque, bien avant de quitter les lieux pour la présidence de la République, où il a été reçu en audience par le chef de l'État. Gianni Infantino a remis à Guy Blaise Mayolas le fanion de la FIFA et un ballon. Une façon de rendre l'ascenseur au président de la Fédération congolaise de football, qui venait lui aussi d'offrir un présent au président de la FIFA. Une façon de témoigner de très bons rapports qui existent entre la FIFA et la Fédération congolaise de football. Voilà le séjour éclair à Brazzaville du président de la FIFA, mais un séjour riche en action. Et avant d'aller présenter ses civilités au président de la République, le premier sportif congolais, eh bien, le président de la FIFA s'est adressé au monde du football congolais. Écoutons-le une fois de plus au micro de Donald de Gaulle. Alors aujourd'hui c'est un jour de fête parce que aujourd'hui, chers amis, Brazzaville est la capitale du monde du football. Mais puisque on sait très bien que le football, c'est la chose la plus importante au monde, Brazzaville, c'est la capitale du monde. On est là pour fêter l'ouverture de ce siège qui est un pilier important pour le développement futur du football ici à Brazzaville et au Congo. Avec le talent que vous avez et avec le travail qui va pouvoir être effectué maintenant depuis ce siège, et je vous annonce aussi qu'aujourd'hui même la FIFA a signé un accord avec le gouvernement congolais pour mettre notre bureau régional ici même, donc on sera présent avec notre support et avec notre collaboration. On va écrire de nouvelles pages magnifiques du football congolais et du football africain. Dans des infrastructures pareilles, dans des structures pareilles, Président, il n'y a plus d'excuses. Vous êtes qualifié pour le CHAN. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Il faut essayer d'aller gagner. Il faut se qualifier pour les autres compétitions aussi. Il faut développer le football féminin aussi. Mais on est là pour mettre en place tous ces projets. On est là pour développer le football dans ce magnifique pays. On est là, pas pour développer le football africain, mais on est là pour mettre le football africain au sommet du football mondial. Voilà, mesdames et messieurs, amis sportifs, les intentions du président de la FIFA pour le football congolais. Justement, le numéro 1 du football mondial est allé présenter ses civilités au président de la République, suivant ce reportage signé de nos confrères de la presse présidentielle. Doté d'infrastructures sportives de qualité, le Congo a retenu l'attention de l'instance suprême du football mondial. Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a visité quelques infrastructures sportives de Brazzaville, a annoncé l'implantation du siège régional de la Fédération internationale de football association dans la capitale congolaise. On va investir, on vient d'inaugurer un nouveau siège de la Fédération congolaise du football. On vient d'inaugurer et de signer un accord avec le gouvernement pour mettre le siège régional de la FIFA ici. Donc la FIFA va être très présente à Brazzaville et va en fait coordonner les travaux pour toute cette région depuis ici. Satisfait de la qualité des installations sportives du Congo, Gianni Infantino a déclaré qu'il est désormais temps de les faire vivre pour le rayonnement du Congo sur le plan sportif, à travers notamment le développement du football féminin. L'entretien qu'on vient d'avoir avec le président me conforte et me rassure encore plus et nous donne encore plus d'énergie
pour travailler dans cette direction. Vous avez ici au Congo des infrastructures exceptionnelles. Il faut les faire vivre. Ça, c'est notre responsabilité à la CAF, à la FIFA, à la Fédération. On va créer des compétitions, on va investir dans l'arbitrage, on va investir dans les structures pour faire ça. Et on va faire vivre les installations qu'il y a ici au Congo, qui ont été construites dans tous les coins du pays, en faisant de la formation des jeunes, des garçons, des filles, en travaillant avec les écoles, avec les collèges, pour refaire briller le Congo comme il y a déjà 47 ans qu'une victoire à la Coupe d'Afrique manque. Il faut refaire rêver ce pays, il faut investir dans le football féminin aussi. Gianni Infantino, qui préside aux destinées de la FIFA depuis 3 ans en remplacement de Sepp Blatter, a été accompagné entre autres du président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad, de l'international de football le Camerounais Samuel Eto'o et du ministre congolais des Sports Hugues Ngouélondile. Voilà, ce reportage Palais du Peuple nous sert de pont pour aller à l'étranger avec naturellement Christian Otato qui va nous parler des résultats très rapidement de la Ligue des champions africaine. Bien sûr, la première journée de la Ligue des champions africaine s'est disputée ce week-end et j'espère bien si la partie technique peut déjà nous aider, nous allons l'afficher. Nous voyons les résultats qui s'affichent. La grosse déception pour la zone Afrique centrale vient de l'AS Vita Club qui a chuté face à la jeunesse sportive de Kabylie. Pendant ce temps, le tout-puissant Mazembe, au sortir de ses 80 ans, n'a pas du tout laissé la moindre chance aux Amalek du Caire. 3-0, victoire des Corbeaux face à l'équipe égyptienne. On a aussi enregistré la victoire du Al Hilal, 2-1 face au Platinum du Zimbabwe. Victoire de l'Étoile du Sahel, 1-0 face au Al Ali. Match nul entre Primeiro d'Agosto et le Zesco United. Même score entre l'USM Alger et le Wydad Athletic Club. Victoire de l'Espérance Tunis qui a réussi son déplacement sur le stade du Raja de Casablanca, 2-0. Et victoire de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud face à Petro Luanda de l'Angola. Et on peut avoir le classement de cette Ligue des Champions? Sans plus tarder, déjà le classement se présente. Il faut souligner que dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe est en tête avec 3 points, 0 points pour le Zamalek. Le groupe B qui a 2 vainqueurs, tout comme dans le groupe D. Donc le Al Hilal et l'Étoile du Sahel dans le groupe B sont seuls en tête, suivi de l'Espérance de Tunis et de la jeunesse sportive de Kabylie dans le groupe D. Dans le groupe C, tout comme dans le groupe A, nous avons un vainqueur et un match nul. Donc c'est le Mamelodi Sundowns qui fait la tête. Alors, après la Ligue des Champions, on parle à présent de la Coupe de la Confédération et on commence par les résultats une fois de plus. Résultats une fois de plus, une compétition où encore on fait parler du Congolais, Barel Moko, dont le club, le Daring Motema Pembe, est rentré en compétition. Il a été tenu en échec par l'équipe de Zanaco, mais on a fait savoir que si cette équipe n'a pas perdu, le gardien congolais n'est pas du tout passé inaperçu lors de cette rencontre. On enregistre le même score entre le Al Nasr et l'équipe de Djoliba du Bamako. Victoire du Pyramide FC d'Égypte face à l'équipe nigériane de Rangers. Victoire du RS Berkane face au SAE FC, 3-0, 0-0 entre le San Pedro et le Paradou AC. Même score entre le Bidvest et l'équipe de Oraya AC de Guinée. Victoire du Al Masri en déplacement sur le terrain de Nouadhibou. Victoire de l'équipe d'Agadir, l'US Hassaner Agadir face au Enimba FC 2-0. Voilà, là également, Christian, on peut avoir le classement. Le classement, comme ça se présente, nous le voyons, le Pyramide et le Al Masri ont chacun 3 points dans le groupe A. Le groupe B, il n'y a pas du tout une équipe qui a gagné. Donc les 4 équipes se sont en 1 point. Donc 2 matchs nuls ont été enregistrés dans ce groupe. Dans le groupe C, le RS Berkane est seul en tête, 3 points. Et l'équipe de Agadir, la Sania Agadir aussi 3 points, car l'autre affiche du groupe n'a pas connu de vainqueur. Voilà donc pour ce qui est de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Alors très rapidement, invité de Megasport, vous vous êtes entretenu, Christian, avec Ravi Tchouka, c'est bien cela? Bien sûr, Ravi Tchouka, la semaine passée, nous étions en train de parler de son transfert du Vasteras au
Helsingborg, en première division suédoise, Ravi Tchouka n'a pas du tout refusé de parler avec les téléspectateurs de Megasport. Nous allons écouter ce que Ravi Tchouka nous dit. Voilà, nous l'écoutons et on se retrouve juste après avec la complicité de... Bonsoir à tous, je suis Ravi Tchouka, défenseur latéral droit de 24 ans. J'ai été formé au FC Nantes. Par la suite, j'ai effectué 2 saisons en Italie et pour atterrir enfin en Suède depuis 2018 dans le club de Västerås SK. De belles saisons qui m'ont permis de me relancer, de me refaire et de retrouver un rôle au sein de l'équipe nationale. Première saison en 3e division, première 2e division pour la 2e saison. À la fin de celle-ci, je reçois une proposition de contrat d'un club de première division qui est Helsingborg HIF. Moi forcément je saute sur l'occasion et signe ce contrat avant d'aller rejoindre les Diables Rouges pour le match de qualification de la CAN 2021 contre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Premier match contre le Sénégal entamé assez timidement. Tout le contraire du match contre la Guinée-Bissau où là on s'est libéré totalement. Ce qui se résume dans le score de 3-0. Donc ce fut une très très bonne expérience pour moi. Cela me tenait à cœur de revenir à l'équipe nationale, de prouver ma valeur. Et puis voilà. Nous avons les armes pour devenir un grand d'Afrique. Mais je fais partie de cette nouvelle génération qui veut prouver à toute l'Afrique que le Congo-Brazza existe dans le football. Et j'espère que cela arrivera. Mais quand je parle d'armes, je parle bien de joueurs, parce que le Congo-Brazza ne peut pas manquer de joueurs de talent. Et je parle aussi au niveau du staff, mais cela s'arrête là. Quand on regarde les conditions, l'organisation et nos obligations, rien ne va, très clairement. Donc un gros travail doit être fait sur ce cas pour que le Congo-Brazza aille à la CAN dans un premier temps et se refasse un nom dans le football africain, très clairement. Mais cela doit être fait très rapidement. Donc je tiens à remercier Megasport pour cette vitrine et Christian Otato. Et merci à vous et à la prochaine. Voilà, Christian Otato au téléphone avec bien sûr Ravi Tchouka au téléphone avec Christian Otato pour le compte de Megasport. En tout cas, merci pour vous, merci à vous pour cette rubrique. Alors, nous allons très rapidement, Christian, regarder quelques séquences de but avec la complicité de notre vaillant technicien, le technicien Félicien à Topassi. Très rapidement, on commence par le commencement, c'est Gimbenza qui a également fait sensation. Oui, bien Gimbenza ce week-end a ouvert son compteur de buteur en Tunisie. Il a marqué le but, il était d'abord à la touche, il est rentré en cours de jeu, il a marqué, il a donné l'avance à son équipe, sauf qu'en fin de compte, il a été trahi par son coéquipier en défense qui a marqué contre son camp. J'espère bien si la partie technique est déjà prête. Nous allons assister au but de Dos Santos يحتفظ بالكرة لأكثر وقت ممكن. وسيم نغموش ياخذ الكرة الشيخاوي إلى بنزا خطير الهجوم 1-1. بنزا يبحث عن التسديد يراو الهدف الأول لصالح الملعب التونسي والمغالي بنزا. كيم بنزا خطير جدا وفعال هدف أول لصالح الملعب التونسي. Voilà, en tout cas, après Gimbenza, Christian, vous avez également, il y a également Randy Goteni qui a fait sensation. Il y a Randy Goteni qui a fait aussi sensation, rappelons qu'il était aussi du voyage thaïlandais.
il évolue en National 1. Il a fait aussi sensation en National 1 ce week-end. Voilà, en tout cas, avec Félicien Adopati, voyons maintenant le but de Rondi Gotebi. Qui attend le ballon au milieu de terrain, c'est Fleury qui est servi sur le côté droit, qui va sans doute centrer dans la surface de réparation. La reprise de Charry, oui, quel but magnifique! Oh, quel but magnifique avec ce centre de Fleury du côté droit. Cette reprise de volée de Charry, quel joli but de l'équipe du Puy qui ouvre le score à la 14e minute. Donc sur le corner tiré par Dunkerque. Attention pour les poteaux, le but. Et oui, malheureusement, on le disait à l'instant. C'est vrai que c'est handicapant au niveau de la sortie du joueur. Attention à Calan qui va rechercher Boudot au milieu de terrain, Boudot qui va chercher Bayo à l'entrée de la surface de réparation qui frappe. Voilà quelques séquences de buts. On va boucler la boucle avec le but de Thierry Bifouma, la coqueluche du football congolais. Oui, Thierry Bifouma aussi a marqué ce week-end lors un match vraiment sensationnel, un match fou. 6 buts ont été marqués dans cette partie, sauf qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Le score était un score de parité. Mais on va s'intéresser, nous, au but de Thierry Bifouma, en tout cas. Soulignons qu'il il a ouvert le score. Il a été celui qui a marqué le premier but de cette rencontre. Voilà, en tout cas, on est parti avec Félicien Adopasi. Bifouma, Yaovic, çevirdi ortaya Gökhan dokunamadı topa. Şut atmayı düşünen bir isim aslında. Tırıldı, verdi araya, gol pozisyonu. Bifouma ve top ağlarda gol. Bifouma attı, Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti. Voilà en tout cas Thierry Bifouma pour le plaisir de nos téléspectateurs, où que vous soyez à travers le pays ou à travers le monde. Très rapidement le temps presse. Tirage au sort de l'Euro 2020 avec la complicité de Félicien Adopasi. Très rapidement, Christian. Oui, très rapidement, nous allons constater le tirage au sort de l'Euro 2020 où le tenant du titre, le Portugal, est encore dans un groupe de choc puisqu'il aura affronté la France et l'Allemagne. Son 4e adversaire sera connu après les barrages. Dans le groupe A, nous avons donc la Turquie, nous avons l'Italie, le pays de Galles et la Suisse. Le groupe B est composé du Danemark, de la Finlande, la Belgique et la Russie. Le groupe C, où nous connaissons déjà 3 nations, le Pays-Bas, l'Ukraine, l'Autriche. On attendra le barragiste. Dans le groupe T, nous avons l'Angleterre, la Croatie, la République tchèque. Le 4e sera connu par les barrages. Et enfin le groupe E, où nous avons l'Espagne, la Suède et la Pologne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Christian Otato pour toutes ces informations. Alors Régis Epelé, un mot de remerciement à l'endroit de la FIFA qui a organisé à votre intention ce séminaire à l'endroit des instructeurs de football. Bien sûr que oui, vraiment des sincères remerciements qui vont à l'endroit de la Fédération internationale de football association, sans oublier la Fédération congolaise de football et sa direction technique qui se sont vraiment battus pour avoir ce stage-là pour les entraîneurs congolais. Donc c'était un stage d'instructeurs FIFA, de formateurs des entraîneurs, des jeunes et de football de l'élite. Voilà. Donc vraiment, j'ai eu le privilège de lire le mot de remerciement lors de la clôture de la cérémonie de ce stage-là. Mais il y a eu des temps forts qui se sont manifestés lors de nos interviews. Mais le président de la Fédération congolaise de football nous a demandé à ce que nous puissions aller maintenant sur le terrain pour pouvoir donner nos connaissances aux autres, beaucoup plus à l'intérieur du pays. Et aussi le directeur technique national, M. Gaston Tchangana, qui a dit nous avons toutes les armes aujourd'hui. Donc, point n'est besoin que nous puissions dormir sur nos lauriers. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Régis Epelé, le coach, le consultant à Megasport. En tout cas, merci également au président de la FIFA dans la FECOFOOT, dont le coaching a véritablement payé, avec l'arrivée pour la toute première fois de l'histoire du football congolais d'un président de la FIFA dans notre pays. Merci à vous, très cher président Lionel Mayolas. Alors, nous allons nous séparer avec les méga réponses. Oui, les méga réponses du jour. Quel est le premier Africain à avoir remporté
remporté le Ballon d'Or? C'est Georges Weah, bien entendu. Et en quelle année? 1995. C'est donc la réponse à la première question. La deuxième question, l'unique joueur congolais à avoir remporté le Ballon d'Or africain, c'est Paul Sayal Moukila, celui dont on a dédié le stade Denis Sassou Nguesso de Dolisie, qui s'appelle désormais Paul Sayal Moukila. En tout cas, c'était les réponses aux questions. Remerciements à Danilo Motonatembe qui a trouvé juste la réponse. Hildevert Louvila, Delors Louzitou et aussi Célestin Kouka. En tout cas, félicitations à vous. Voilà, merci également, félicitations à tous nos fans clubs de Ngo, de Pointe-Noire, de Ouando, de Djambala. En tout cas, merci pour avoir trouvé les bonnes réponses. On se fixe rendez-vous mardi prochain, tout en vous disant de prendre soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir et à mardi prochain.